Bonjour et bienvenue dans ce premier module qui s'intitule Apprendre l'éditeur d'Unreal Engine 4. Dans ce cours, nous allons voir principalement tout ce que vous avez besoin pour vous lancer dans l'apprentissage de ce moteur de jeu de manière structurée. Car il est important de comprendre que si vous n'avez jamais mis les mains dans ce moteur, vous devez d'abord passer par son apprentissage. Cela ne sert à rien de vouloir créer un jeu vidéo tout de suite car il est préférable d'appréhender le moteur pas à pas. Dans ce cours, nous allons tout d'abord apprendre à créer un premier projet pour pouvoir travailler dessus. La création de projet se fait via la fenêtre Project Browser que nous allons voir par la suite. Elle permettra avant tout d'appliquer certaines fonctionnalités de base à votre projet, telles que le choix d'un template par défaut, qu'il soit de type FPS, 2D ou encore side-scroller. Vous allez également à ce moment-là pouvoir faire le choix de créer votre projet pour PC, console ou mobile tablette. Vous allez également pouvoir lui spécifier un nom, choisir son emplacement, définir si c'est un projet Blueprint ou en C++, etc., etc. Ensuite, nous allons apprendre à naviguer dans l'interface de l'éditeur, car il est primordial de bien comprendre à quoi sert telle fenêtre, quels sont les différents éditeurs mis à notre disposition au sein du moteur, comment utiliser les différents menus et à quoi servent les différents boutons. Étant donné la charge considérable d'informations que peut contenir l'éditeur d'Unreal, nous allons tout d'abord en premier temps nous focus sur les choses essentielles à comprendre pour pouvoir manipuler et utiliser le moteur de jeu de manière simple et efficace. Nous allons également voir comment se déplacer dans l'éditeur de niveau. Quand je parle d'éditeur de niveau, je fais référence au niveau de jeu où il y aura vos différents assets tels que votre personnage. Il pourra également y avoir des arbres, des chaises, une voiture, une table, bref, c'est le niveau dans lequel le joueur se trouvera. Et pour terminer, nous allons tester notre niveau, nous allons voir qu'il est possible d'exécuter notre niveau de jeu de différentes manières et qu'il existe différentes options que l'on peut appliquer. Donc à l'issue de ce cours, vous serez en mesure de comprendre l'éditeur d'Unreal dans ses grandes lignes, vous aurez également compris comment vous déplacer au sein d'un level et vous serez en mesure de pouvoir essayer vos jeux directement dans l'éditeur de niveau. Passons tout de suite à la création d'un nouveau projet et voyons ce que le Project Browser met à disposition pour la création de ce projet. Je pars du principe où vous avez déjà téléchargé le launcher. Je ne vais pas m'étendre sur le téléchargement et l'installation de ce launcher car cela reste très facile à mon sens. Une fois le launcher exécuté, nous allons nous rendre dans la catégorie Unreal Engine et dans l'onglet Bibliothèque. Vous pouvez voir que je dispose déjà de deux versions, la 4.21 ainsi que la 4.22. Tout au long de ce cours, nous allons utiliser essentiellement la 4.22. Si vous voulez ajouter différentes versions, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône jaune en forme de plus. Vous sélectionnez la version souhaitée. Donc, admettons, j'aimerais la 4.15 et vous cliquez sur Installer. Vous spécifiez l'emplacement de cette installation et vous cliquez sur Installer. Bon, bien sûr, je supprime vu que la 4.15 à l'heure actuelle est un peu inutile. Une fois que votre version sera installée, celle-ci sera représentée comme les deux versions que j'ai actuellement. Sans plus attendre, je lance ma version 4.22 pour accéder au Project Browser. Pour rappel, le Project Browser sera la première fenêtre qui apparaîtra lorsque vous allez créer de nouveaux projets. Dans cette fenêtre, nous pouvons apercevoir deux onglets bien distincts. L'onglet Project, qui va vous afficher tous les projets sur lesquels vous avez travaillé actuellement, c'est-à-dire les projets que vous avez déjà créés ultérieurement. Dans mon cas, je n'ai aucun projet de créer, donc cette partie reste vide. Et ensuite, nous avons l'onglet New Project, qui est utilisé pour créer de nouveaux projets basés ou non sur des modèles de jeu existants. Vous pouvez apercevoir qu'il y a une catégorie Blueprint et également une catégorie C++. Pour cette série de tutoriels, nous allons essentiellement utiliser des modèles basés sur des projets en Blueprint. Vous pouvez voir qu'il existe de nombreux modèles de mode de jeu, tels que le modèle First Person, ou encore le modèle Flying, le modèle Puzzle, le modèle Third Person, mais également le modèle Virtual Reality, donc les modèles de réalité virtuelle.
Les modèles de jeu ici présents sont tous des types de jeux courants construits autour du Gameplay Framework. Et vous allez voir par la suite qu'il s'agit juste, quand je parle du Gameplay Framework, d'une relation entre différents éléments du jeu qui vont vous permettre d'avoir un jeu fonctionnel. Je ne vais pas trop m'étendre pour le moment sur ces notions-là, mais sachez qu'en réalité, quand je parle du Gameplay Framework, c'est tout simplement un ensemble de composants comme une interface utilisateur pour faire apparaître la vie du personnage associée à une caméra qui va contrôler la vue du joueur. Ce joueur pourra se déplacer éventuellement dans le monde grâce à des contrôles et les différents états et modes de jeu feront qu'il peut interagir avec le monde. Voilà, c'est ça le Gameplay Framework, c'est l'ensemble de tous ces composants réunis. Nous allons partir sur un projet de type third person. Ensuite, vous avez les trois icônes. Donc les trois icônes ci-dessous sont les paramètres du projet. Donc vous pouvez sélectionner un portage qui se fera sur desktop ou console, ou bien mobile tablette. Ensuite, vous pouvez définir la qualité graphique cible grâce à cette icône-là. Ou alors, vous pouvez choisir d'inclure certains actifs de base à utiliser. Une fois que vous avez effectué les sélections souhaitées, vous devez nommer votre projet. Donc je vais le nommer module 1. Et ensuite, vous pouvez choisir son emplacement. Assurez-vous que le dossier que vous choisissez se trouve sur un lecteur disposant d'assez d'espace de stockage. Ensuite, cliquez tout simplement sur le bouton Create Project. Donc récapitulons. Le processus de création d'un nouveau projet se constitue de 10 étapes essentielles. En numéro 1, vous allez lancer votre version grâce au launcher. En numéro 2, vous allez sélectionner l'onglet New Project pour créer un nouveau projet. En numéro 3, vous allez sélectionner l'onglet Blueprint si vous désirez faire un projet basé sur le Blueprint. En numéro 4, vous choisissez un modèle de mode de jeu. Donc si vous voulez partir sur un projet first person ou alors un projet puzzle, libre à vous. Ensuite, en numéro 5, vous sélectionnez la plateforme de destination. Donc, ça sera soit pour PC, console ou mobile tablette. Ensuite, en numéro 6, vous choisissez la qualité graphique cible. Donc, préférez la qualité maximale pour les projets de type PC, console et préférez l'autre qualité pour les projets de type mobile ou tablette. Ensuite, en numéro 7, vous décidez si vous voulez du contenu de base ou non à intégrer lors de la création de votre projet. En numéro 8, vous choisissez un emplacement sur votre disque dur. En numéro 9, vous donnez un nom à votre projet. Et en numéro 10, vous cliquez sur le bouton Create Project pour la création de votre projet. Nous revoilà dans notre projet. Alors, la fenêtre de notre projet qui vient de se lancer se nomme l'Unreal Editor ou l'éditeur d'Unreal. L'éditeur d'Unreal est une application permettant de créer des jeux pouvant être exécutés sur le moteur Unreal Engine. L'éditeur d'Unreal contient plusieurs sous-éditeurs, comme l'éditeur de niveau. Cela peut vous paraître un peu confus, cependant lorsque vous lancez l'éditeur d'Unreal, l'éditeur de niveau est affiché par défaut comme écran d'accueil. Donc la fenêtre principale de l'éditeur d'Unreal est donc l'éditeur de niveau lui-même. Tous les autres éditeurs s'ouvriront dans leur propre fenêtre séparée. Nous allons voir cela plus en détail et cela sera plus clair pour vous par la suite, mais sachez que si par exemple vous cliquez sur un matériel, alors l'éditeur de matériel va s'ouvrir dans une fenêtre séparée. Pareil, si vous ouvrez un son audio, alors l'éditeur audio d'Unreal va s'ouvrir dans une fenêtre séparée également. Pour le moment, gardez à l'esprit qu'en réalité, lorsque vous allez travailler sur l'éditeur d'Unreal, vous allez devoir vous déplacer dans différents éditeurs en fonction de la tâche que vous êtes en train de faire. Maintenant, que pouvons-nous voir au sein de cet éditeur de niveau? En numéro 1, il y a le menu barre ou barre des menus.
Donc cette barre de menu comprend le menu standard que vous pouvez voir dans chaque application. Il y a le menu File, le menu Edit, le menu Window et le menu Help. Le menu File va comporter toutes les opérations nécessaires au chargement ou enregistrement des projets et des niveaux. Le menu Edit va vous permettre de faire des opérations standards telles que copier-coller ou encore revenir en arrière, mais il contient aussi les préférences de l'éditeur, les paramètres du projet et les plugins associés à votre projet. Le menu Window va vous permettre d'agir sur les différentes fenêtres apparentes au sein de l'éditeur. Et le menu Help contient les liens des ressources externes telles que la documentation et les tutoriels. Ensuite, en numéro 2, nous avons le Level Editor Toolbar ou la barre d'outils de l'éditeur de niveau qui va nous fournir un accès rapide aux outils et aux opérations couramment utilisées telles que la sauvegarde de niveau actuel grâce par exemple à l'onglet Save Current. L'icône Content va vous permettre de réafficher le Content Browser si vous fermez la fenêtre par inadvertance. L'icône Marketplace va vous permettre d'avoir un accès direct au Marketplace d'Unreal. L'onglet Settings vous permet de modifier les options principales en rapport avec votre level. L'onglet Blueprint va vous permettre de créer de nouvelles classes Blueprint ou d'ouvrir votre level Blueprint. L'onglet Cinematics va vous permettre de créer de nouvelles cinématiques au sein de votre level. L'onglet Build va vous permettre principalement à construire un éclairage précalculé pour les acteurs statiques. L'onglet Play va vous permettre de lancer votre jeu de différentes manières pour le tester. Et l'onglet Launch va vous fournir différentes options pour lancer votre jeu sur des appareils différents. Rappelez-vous qu'à l'instant même, je vous fais un rapide aperçu des fonctionnalités pour que vous ayez une idée sur leur utilité. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons les voir tout naturellement au fur et à mesure des différents cours abordés. Maintenant, en numéro 3, nous allons voir le panel mode ou le panneau mode. Le panneau mode va afficher les différents modes d'édition. Vous pouvez constater qu'il dispose de 5 sous-catégories représentées par différents icônes qui vont nous offrir chacune différentes fonctionnalités. Alors la première catégorie représentée par un cube et une ampoule se prénomme le Place Mode ou le mode de placement. C'est à partir de cet onglet que vous allez pouvoir placer différentes classes au sein de votre niveau en tant qu'acteur. Par exemple, la classe Player Start qui va tout simplement nous permettre d'avoir un point de départ pour notre joueur dans notre niveau. La classe Point Light qui va nous représenter une lumière dans notre niveau ou encore même une classe de type Static Mesh qui représentera un cube au sein de notre niveau. C'est de loin la catégorie que vous allez utiliser le plus dans l'éditeur. Vous pouvez voir qu'il dispose de différentes catégories telles que la catégorie basique, la catégorie light, la catégorie cinématique, la catégorie géométrie, volume, etc. Chaque acteur qui sont présents dans ces catégories ont un comportement propre, et ce qui est d'ailleurs tout à fait logique. Si vous avez besoin d'une lumière, vous allez vous rendre dans la catégorie light. Ensuite, sous la forme d'un pinceau, nous avons le Paint Mode, ou mode de peinture. Ce mode sera principalement utilisé pour peindre en temps réel les différents acteurs de type Static Mesh. Lorsque je parle de Static Mesh, je fais référence par exemple à des formes géométriques, telles que des cubes, des cylindres ou des cônes, qui ne peuvent pas être animés au sens propre ni déformés. Ensuite, l'icône représentée sous forme de montagne se nomme le Landscape Mode, ou le mode de terrain. Il sera utilisé principalement pour créer et éditer des paysages. Ensuite, représenté sous forme d'une feuille, nous avons le Foliage Mode, ou le mode de feuillage. Il sera principalement utilisé pour ajouter de la végétation à votre niveau. Vous allez pouvoir, grâce à cet outil, ajouter des arbres par exemple, ou encore de l'herbe. Il est similaire au Paint Mode dans le sens où vous allez utiliser un brush, donc un brush ou une brosse, pour peindre ce que vous voulez rajouter à votre niveau. Et pour terminer, nous avons
l'icône en forme de cube qui se nomme le Geometry Editing Mode ou le mode d'éditeur de géométrie. Il sera utilisé pour éditer les acteurs de type brush uniquement. Voilà, un dernier petit rappel. Donc, le Place Mode contient des classes par défaut pouvant être placées dans un niveau en tant qu'acteur. Donc, par exemple, il y a les classes Point Light, les classes Static Mesh, etc. Ensuite, le Paint Mode utilisé pour peindre les vertex sur les acteurs de type Static Mesh. Ensuite, nous avons le Landscape Mode utilisé pour créer et éditer des acteurs de type terrain ou paysage. Le Foliage Mode utilisé pour ajouter des acteurs de type feuillage ou arbre instanciés dans un niveau. Et ensuite, le Geometry Editing Mode utilisé pour l'édition d'acteurs BSP en utilisant les arêtes et les sommets. Le BSP fait référence aux acteurs géométriques de type brush. Le numéro 4 se nomme le Content Browser ou navigateur de contenu. C'est la principale zone de création, d'importation, d'organisation, d'affichage et de modification des assets dans l'éditeur d'Unreal. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un asset, la définition officielle est la suivante. Un asset, c'est un anglicisme qui désigne une ressource numérique. Elle peut être affichée dans un navigateur web ou un jeu vidéo. Donc, en l'occurrence, un asset pourrait très bien être un véhicule qui roule dans votre jeu, ou encore un ballon de foot, ou encore une ampoule dans un coach, etc., etc. Pour revenir au Content Browser, il offre également la possibilité de gérer des dossiers, ainsi que leur contenu. Vous allez pouvoir effectuer des opérations telles que renommer des assets, les déplacer ou même les copier. Une chose importante à retenir est que lorsque vous placez dans un niveau un asset, on va l'appeler un acteur tout simplement. Si maintenant vous appuyez sur l'icône ici, vous allez pouvoir afficher l'arborescence de votre projet plus clairement. La fenêtre numéro 5 se nomme le viewport ou la fenêtre d'affichage. Le viewport va représenter le niveau actuel que vous êtes en train de créer. Vous pouvez naviguer à l'intérieur de cette fenêtre comme si vous étiez dans un jeu avec les touches principales WASD. Comme vous le savez, nous avons des claviers AZERTY, donc au niveau du déplacement dans le viewport, ce n'est pas très pratique. Je vous conseille soit d'utiliser les touches au bas gauche-droite ou encore passer votre clavier en QWERTY rapidement grâce à la combinaison Shift plus Alt. Pour les personnes habituées aux logiciels de modélisation tierces tels que Maya, Blender ou 3ds Max, vous allez pouvoir vous y retrouver dans les déplacements car ils sont similaires. Le viewport contient une variété d'outils qui vont vous permettre de visualiser et vous aider à voir exactement certaines choses dont vous avez besoin. Nous n'allons pas passer toutes les fonctionnalités en détail, mais je vais vous présenter les principales et les plus utilisées. Tout d'abord, dans l'icône tout à gauche, vous allez pouvoir modifier les options de votre viewport. Vous allez pouvoir afficher vos FPS en cochant par exemple la case Show FPS. Vous allez pouvoir modifier le field of view, c'est-à-dire le champ de vision grâce à cette option-ci. De base, il est spécifié à 90. Vous pouvez passer en mode immersif en cochant la case Immersive Mode. Rappuyez sur F11 pour quitter ce mode. Vous pouvez également choisir dans la catégorie Layout les différents modes d'affichage dans la fenêtre du viewport. Si je passe par exemple en 4 Panes, on peut remarquer qu'il me met 4 vues différentes avec des perspectives d'affichage différentes. De base, le viewport dispose de 2 modes de vue. Donc, je vais repasser en One Pane. Le mode d'affichage standard que nous voyons actuellement s'appelle le mode perspective. Le mode perspective nous affiche le monde en 3D comme nous le voyons actuellement. Et le mode orthographique nous affiche un monde en 2D. Ici, je passe en vue top. J'ai une vue en 2D, donc une vue orthographique. Ensuite, le deuxième onglet va nous permettre de switcher entre les différents modes de vue. Donc, je vais les faire avec les raccourcis. Donc, nous avons Alt G qui ne marche pas car je suis actuellement dans la vue perspective. Nous avons le raccourci Alt J pour basculer sur la vue top.
Ensuite, nous avons le raccourci Alt-Shift-J pour basculer sur la vue bottom. Ensuite, nous avons le raccourci Alt-K pour basculer sur la vue left. Ensuite, nous avons Alt-Shift plus K pour basculer sur la vue right. Nous avons également la vue front avec Alt-H et la vue back avec Alt-Shift plus H. Je refais Alt-G pour repasser sur la vue perspective. Le troisième icône va nous permettre de basculer entre les différents modes d'affichage visuel du niveau. Il existe 13 modes d'affichage différents et d'autres outils de visualisation sont disponibles dans cette section. Ils vont vous permettre, par exemple pour l'affichage en mode lit, de rendre la scène avec les lumières normales. Le mode unlit, quant à lui, affichera votre scène sans lumière. Et le mode wireframe vous permet d'afficher les différents vertex ainsi que les maillages de tous les objets au sein de votre scène. Et ensuite, pour terminer, le quatrième icône, qui se nomme Show, va vous permettre d'afficher des informations pertinentes dans la fenêtre de votre niveau. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour les collisions, les maillages statiques ou encore afficher ou masquer vos lumières dans votre niveau. Ceci dit, cela n'est que purement visuel et si vous décidez de cacher par exemple vos lumières dans votre scène, lorsque vous allez lancer votre jeu, les lumières s'afficheront quand même. En numéro 6, nous avons le World Outliner qui va afficher tous les acteurs présents dans le niveau de jeu actuel. Vous pouvez sélectionner un acteur tout simplement en cliquant sur son nom pour pouvoir afficher ces détails dans le panneau numéro 7 qui s'appelle le panneau Details ou le panneau de détails qui va afficher justement toutes les propriétés modifiables d'un acteur sélectionné. Alors les propriétés communes que vous allez retrouver pour tous les types d'acteurs dans vos scènes de jeu incluent le nom de l'acteur situé à cet endroit, ici. Vous allez également pouvoir retrouver les propriétés Transform, donc qui sont ni plus ni moins la représentation de la position, la rotation ou la redimension dans notre niveau de jeu de votre acteur. Certaines propriétés apparaîtront et seront uniques selon la classe de l'acteur. Par exemple, un acteur de type Static Mesh en forme de cube n'aura pas forcément la propriété intensité qui sera présente dans un acteur de type lumière. Tout à l'heure, je vous ai expliqué comment se déplacer au sein de votre level grâce aux touches WASD ou encore les flèches directionnelles. Donc nous allons voir tout ça par la pratique. J'ai parlé des personnes qui avaient des notions avec des logiciels de modélisation tierces qu'il était possible de s'y retrouver dans les déplacements car ils étaient similaires. Alors il faut savoir que c'est similaire bien sûr, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Les applications 3D sont conçues principalement pour avoir un focus et être principalement en orbite autour d'un asset lors de la création, alors que le déplacement dans le viewport d'Unreal est plus conçu pour l'organisation des niveaux ainsi que le déplacement rapide. Alors si maintenant j'utilise le clic gauche plus le déplacement de la souris, je peux avancer ou reculer la caméra, mais je peux également faire une rotation de gauche à droite. Donc je fais un clic gauche dans mon viewport, j'avance ma caméra, je recule, je tourne à gauche et je tourne à droite. Si maintenant je fais un clic droit plus le déplacement de la souris, je peux faire pivoter la caméra sans mouvement, avant ni arrière. Donc ce sont des mouvements libres de caméra. Si maintenant je reste appuyé sur le clic gauche puis le clic droit et que je déplace ma souris, cela va déplacer ma caméra de haut en bas, dans le niveau, ou de gauche à droite. Si je veux faire une sélection globale, je vais utiliser la touche CTRL ALT plus le clic gauche. Cela va me créer un marqueur de sélection. Et ensuite, si je reste appuyé sur le bouton droit de ma souris et que je me déplace avec les touches WASD, je me déplace comme dans un jeu avec des mouvements traditionnels. Donc W pour avancer, S pour reculer, A pour aller à gauche et D pour aller à droite.
Si maintenant je veux focus ma caméra sur un acteur, eh bien je vais le sélectionner tout simplement. Donc là je le déplace, hop. Donc je viens le sélectionner. J'appuie sur la touche F, cela me fait un focus. Je peux aussi tourner autour d'un acteur sur un point défini. Donc je sélectionne mon acteur toujours. Je reste appuyé sur la touche Alt. J'appuie sur mon clic gauche, puis je déplace la souris. Pour faire un zoom sur un acteur à partir d'un point défini, je reste appuyé sur Alt, je fais un clic droit et je déplace ma souris. Et ensuite, un dernier contrôle, vous restez appuyé sur la touche Alt, plus le clic de la molette, et vous pouvez déplacer votre souris. Il existe d'autres mouvements possibles, mais nous avons vu les principaux qui sont les plus souvent utilisés. Passons maintenant au lancement de notre scène de jeu. Lorsque vous créez un projet, un niveau par défaut est déjà créé pour vous. Pour tester un niveau, rendez-vous dans la toolbar et cliquez sur la petite flèche à côté du bouton Play. Plusieurs choix s'offrent à vous. Si vous sélectionnez l'option Selected Viewport qui est d'ailleurs sélectionnée par défaut, vous allez lancer votre scène directement dans le viewport. Donc pour fermer, soit je fais échappe, ou alors je peux faire Shift plus F1 pour récupérer ma souris et cliquer sur Stop. Ensuite, il y a l'option New Editor Window, entre parenthèses PIE. Donc PIE, c'est Play in Editor, qui fait référence à une collection d'options qui vous permet de tester un niveau sans avoir à compiler ou faire un package du contenu. Lorsque cette option sera sélectionnée et que vous allez lancer votre jeu, il se lancera dans une nouvelle fenêtre. Donc, je sélectionne, vous voyez bien qu'il me sélectionne une nouvelle fenêtre, qui m'ouvre une nouvelle fenêtre. Ensuite, nous avons le standalone, donc le standalone game, qui sera utilisé à certains moments, par exemple lorsque vous allez avoir besoin d'une persistance de données ou autre, mais pour l'instant, partez du principe que lorsque vous débutez, vous n'en avez pas spécialement besoin. Et ensuite, si je clique sur l'option Advanced Settings, il va m'ouvrir une fenêtre qui concerne les propriétés de l'éditeur. Rappelez-vous, nous en avons parlé juste auparavant quand je vous ai présenté la barre des menus. Dans cette barre de menus, vous allez pouvoir modifier certaines options. Vous pouvez voir, elles sont classées par catégorie. À gauche, il y a les différentes catégories ainsi que leurs sous-catégories. Nous sommes actuellement dans la catégorie Play du Level Editor. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est modifier la taille. Donc, on va modifier la taille de notre fenêtre lorsqu'on la lance en Play in Editor. Donc, on va modifier ici, on va passer ça à 640 par 480 par exemple. Je ferme. Si je lance, on voit bien que ma fenêtre a été adaptée en 640 par 480. Je retourne. Je vais remettre en 1280 par 720. Je peux aller également dans la catégorie performance et cocher par exemple l'option Show Frame Rate and Memory. Vous pouvez voir que ça va m'afficher les FPS ainsi que la mémoire utilisée en haut à droite. Voilà, le premier module touche à sa fin. Je vous encourage vivement à fouiller dans les options à droite à gauche et essayer de voir à quoi servent certaines choses. Car c'est très important que vous soyez curieux, cela va grandement vous aider dans votre apprentissage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si ce contenu vous a plu, eh bien tout simplement, vous savez ce que vous avez à faire, hein, le pouce vers le haut. Si ça ne vous a pas plu, j'en suis désolé. Faites-moi part de votre ressenti pour que j'améliore par la suite cette série de tutoriels. Et si vous voulez être tenu informé des nouvelles sorties de mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien. Peace.